Par quoi commencer? Un petit retour sur ce qui se passe de manière générale. C'est vrai que quand on regarde juste la télé, quand on regarde notre poteau Pujadas, on voit que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. On voit pas qu'il y a la main en fait des Américains et de l'OTAN qui se servent des Ukrainiens comme chair à canon pour démanteler leurs adversaires stratégiques. Et donc là, c'est donc le général Kellogg, qui était le conseiller de Trump pour l'armée. Il est reçu par le Sénat américain et il dit vraiment les choses. Just from the standpoint of American security. Là, c'est le sénateur qui le reçoit et qui lui pose des questions. Alors, juste du point de vue de la sécurité des Américains. How important is this to American security? Quelle est l'importance pour la sécurité des Américains That we make sure qu'on s'assure that the Ukrainians win que les and Ukrainiens Russia gagnent loses. et que les Russes And perdent. if the opposite happened, how adverse would that be on our own personal and our own security, which is our Et si primary? ça arrivait, quelles conséquences ça aurait sur notre propre sécurité? Parce que en fait, c'est notre boulot en tant que sénateur de protéger les Américains. Thank you, Senator. Senator, I believe if you can defeat a strategic adversary and not use Messieurs et mesdames, les sénateurs et sénatrices, je pense que si on peut défaire, si on peut battre un adversaire non-U.S. troops, you're at the sans utiliser une seule troupe américaine, acme of professionalism because on letting est au top du professionnalisme. Ukrainians defeat that, it takes a strategic adversary off the table, and Et si l'Ukraine bat la Russie, ça éliminerait un ennemi de l'Amérique de la carte. then we can focus where we should be focusing against our primary adversary, which Et on pourrait se concentrer là où on doit se concentrer, qui est notre adversaire principal, is China at this time. qui est la Chine. The concern I've got is I don't think we need to put American troops there. Ce que je pense, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des troupes américaines là-bas. If we fail in this, we may have to fight another European war. Be the Et si ça rate mon plan, eh ben on risque d'avoir sur les bras une nouvelle guerre en Europe. Bon, c'est quand même le cas. Même. Et ils pensent pas que ça devrait être le cas. Ils pensent que, et comme beaucoup de l'appareil américain, pensent qu'en fait, juste en donnant du pognon et des armes et des gilets pare-balles aux Ukrainiens, en les envoyant se sacrifier contre un mur, eh ben ils vont servir les intérêts des États-Unis et de l'Occident sans avoir le moindre mort chez nous. Voilà ce qui s'est passé depuis. Là, c'est un article de Reuters. Guerre en Ukraine, on est déjà à plus de 354 000 morts. 354 000 morts. Et c'est un article qui date du mois d'avril. Donc là, il y a eu la, entre guillemets, contre-offensive ukrainienne depuis. Et il y a eu plein de morts. Je pense qu'on doit être à 400 000 maintenant. Les rapports du renseignement américain montrent de vastes pertes des deux côtés. La guerre d'attrition dans le Donbass. Et donc voilà où on en est en ce moment. Et ça, c'est juste une intro de l'actu du moment, qui est le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN à Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie, qui fait partie de l'OTAN. Et ça commencera c'est lundi et mardi. Donc lundi et mardi, les chefs d'État, je pense, ou alors leur ministre de la Défense, ou leurs représentants à l'OTAN, vont se réunir à Vilnius. L'Ukraine sera invitée, même si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ils ont promis en 2008 que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN. Alors, les Russes avaient émis un veto là-dessus depuis les années 90. À la fin de l'URSS, ils avaient fait un accord, un accord peut-être pas signé sur papier, mais qui disait que, c'est-à-dire il y avait la Russie et plein de petites républiques autour, l'Ukraine, etc., les pays baltes, que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'est et ne rajouterait pas dans son escarcelle des anciens pays de l'URSS. C'était des conditions qu'avaient demandé les Russes. Évidemment, ça n'a pas été respecté du tout. Ils ont invité la Pologne, la Roumanie, tous les pays baltes, etc., pour qu'il y ait des bases américaines au final tout le long de la frontière russe. Et donc maintenant, là, le dernier coup de Trafalgar, ils ont dit en 2008 aux Ukrainiens, avant le coup d'état du Maïdan de 2014, si vous voulez, on vous fait venir dans l'OTAN. Ça a rendu les Russes foudrage, évidemment, et en stress. Ça a ravivé les peurs mondiales d'une guerre nucléaire. Et ce que ça veut dire concrètement, si jamais l'Ukraine rejoignait l'OTAN? Je vais vous montrer ça. L'article 5 du traité de l'OTAN entre les pays. Si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide aux pays attaqués. Donc ce que ça veut dire, si l'Ukraine est acceptée dans l'OTAN, c'est que c'est la guerre automatiquement entre tout l'Occident et la Russie. D'accord ? Donc ça veut dire une guerre entre puissances nucléaires. Je ne sais pas si dans le chat quelqu'un a une bonne mémoire historique, mais je pense pas que ce soit arrivé une seule fois, une guerre directe entre puissances nucléaires. Faire rejoindre l'Ukraine dans l'OTAN, alors c'est pas rien. Sur Internet, il y a quelqu'un qui a posté ça. Une simulation de ce qui se passerait en cas de guerre nucléaire mondiale. When one side launches nuclear missiles, the other side detects them and Donc là, on dirait, vu la simulation, ils font partir les missiles tous de la mer, vous avez vu. Parce qu'en fait, la plupart des missiles nucléaires, ils sont portés par des sous-marins qui sont cachés tout le temps par la France, les États-Unis, la Russie, dans les océans et qui rôdent pour semer la mort près des frontières des pays rivaux. fires back before impact.
U.S. submarine-launched ballistic missiles from west of Norway start striking Russia after about 10 minutes. Ones from north of Canada start hitting the U.S. a few minutes later. The very first strikes are high-altitude EMP attacks, frying electronics and power grids by creating an electromagnetic pulse of tens of thousands of volts per meter. The next strikes target command and control, as well as nuclear launch facilities. Ensuite, ils disent, les missiles suivants tombent sur les zones de commande, donc ça veut dire toutes les grandes villes avec quoi que ce soit dedans d'administration, quoi. Land-based intercontinental ballistic missiles take about half an hour to arrive, but the explosions, the electromagnetic pulse, and the radioactivity aren't the worst part. Et c'est là où c'est le plus déprimant. C'est là où tu te dis, oh, c'est bon, j'aurai peut-être le temps de me cacher derrière un caillou. En fait, non. En fait, limite, mieux vaut se prendre un bon vieux blast immédiatement plutôt que la suite. Nuclear winter is caused by the black carbon smoke from the nuclear firestorms. The Hiroshima atomic bomb caused such a firestorm, but today's hydrogen bombs are much more powerful. A large city like Moscow, with almost 50 times more people, can create much more smoke. And a firestorm sends plumes of black smoke up into the stratosphere, far above any rain clouds that would otherwise wash out the smoke. That it takes only a few days for the smoke to spread across much of the northern hemisphere. Et ils disent qu'à peu près 5 milliards de personnes mourront de faim. Including around 99% of those in the United States, Europe, Russia. Il restera plus que 1% d'entre nous dans l'hémisphère nord. C'est Challenge qui publie ça. Ukraine, adhésion de la Suède, les enjeux du sommet de Vilnius. Quand l'Ukraine va-t-elle intégrer l'OTAN? Et ça, c'est la question clé. En avril dernier, quand je vous ai parlé des négociations de paix, Zelensky était prêt à signer, Poutine était prêt à signer, l'OTAN avait envoyé le Premier ministre anglais directement à Kiev pour leur dire de ne pas signer, qu'il fallait continuer à se battre jusqu'au dernier. D'accord? Et donc, dans ce plan de paix en 15 points, le point principal pour rassurer les Russes et qui n'était pas trop coûteux pour les Ukrainiens, c'était bon, vous rejoignez pas l'OTAN et tout se passera bien, d'accord? On revient comme avant. Et donc là, c'est complètement hors de la table. Parce que maintenant que l'Ukraine est all-in là-dedans, c'est un peu tout ou rien pour eux. Kiev veut des assurances pour la suite. Nous avons besoin d'un signal très clair et intelligible lors du sommet de Vilnius, selon lequel l'Ukraine peut devenir un membre à part entière de l'OTAN après la guerre. Ils n'ont pas donné de garantie franche au président ukrainien. Ah, les bâtards! Ils les ont envoyés au casse-pipe et maintenant, ils reviennent sur ce qu'ils avaient dit. Ils se contentent pour le moment de rester sur la position de 2008 et l'invitation informelle d'adhésion lancée par l'OTAN à l'Ukraine lors du sommet de Bucarest. Le Kremlin estime pour sa part que toute expansion de l'OTAN vers ses frontières constitue une menace de l'Occident, une position rejetée par les puissances occidentales, qui assurent n'avoir jamais déclaré la guerre à personne. Qui assure que l'Alliance transatlantique est défensive par nature, bien sûr. Ce n'est pas eux qui ont attaqué des dizaines de pays depuis 70 ans. En février 2022, Poutine avait cité l'expansion de l'OTAN vers ses frontières lors des 2 dernières décennies comme une raison clé de son invasion de l'Ukraine. Et pendant ce temps, Zelensky, lui, en a marre d'être envoyé au casse-pipe, a essayé de mettre la pression, même s'il a aucune carte en main pour mettre aucune pression que ce soit, mais en tout cas, il peut juste faire pitié pour dire, les gars, on est en train de crever pour vous, en fait. On suit vos ordres depuis le début, on est en train de sacrifier toute notre population, comme on l'a vu la semaine dernière, pour vous. Quand même, quoi... Aidez-nous un peu plus que jeter du pognon sur nos cadavres. The US will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Because it's nature that we're talking about, and they will be dying, God forbid, because it's a horrible thing. Je pense qu'il répond plus à une question qui dit « Pourquoi pensez-vous que l'OTAN ne veut pas vous ajouter maintenant ?» Et il dit « Parce qu'ils vont mourir comme nous. Donc personne ne veut ça. Dieu les en préserve. » Ça me rend toujours triste quand je vois Zelensky parce que les pro-russes le décrivent comme lui-même un nazi ou je sais pas quoi, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plus un pion qui s'est fait arnaquer en fait. Et on va voir un petit peu plus tard. Je crois que j'ai mis un extrait d'un de ses discours de campagne où il dit « Si vous votez pour moi, je m'agenouillerai même devant Poutine, je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait la paix. Je veux juste que les soldats qui sont partis attaquer nos frères dans le Donbass rentrent vivants, etc. » Et il est applaudi par la foule. Et il a vraiment l'air sincère. Hein. Et maintenant, toutes ces interviews, c'est genre « Bon, allez au front. » Et genre tout le monde meurt et c'est lui qui doit donner les ordres. Et on dirait qu'il est même pas maître en son propre pays. Quoi. Je sais pas s'il réalisait vraiment dans quelle mouise il se mettait en se présentant une fois au pouvoir. Il s'est retrouvé à la tête d'un État
contrôlés par les États-Unis, par des entreprises américaines, dont la plupart des bureaucrates sur place étaient mis en place par la CIA, comme on l'a vu dans notre émission sur le coup d'État en 2014, avec des bandes armées de néo-nazis qui contrôlent vraiment le pays sur le terrain. Et bon, bah, le voilà, quoi, en train de déprimer. Et donc, l'actualité du moment, c'est la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Voilà ce qui se passe. Je vais vous raconter un petit peu les enjeux autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. C'est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Il y a des batailles tout autour. Ça a rapidement été occupé par l'armée russe. Et dès le moment où ça a été occupé, il y a eu des coups de stress, en tout cas, d'un camp et de l'autre sur cette centrale, en disant « Ah, mais ça va péter, les autres vont poser des bombes dedans, ils vont s'en servir comme chantage. » Ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Voilà un discours de Zelensky qui s'adresse à la nation et qui accuse la Russie. Nous avons des informations, des renseignements, que les troupes russes ont placé des objets qui ressemblent à des explosifs, alors on va voir plus tard les photos, sur le toit de certaines unités de production d'électricité de la centrale. Peut-être pour simuler une attaque sur la centrale. Peut-être ont-ils d'autres scénarios. Mais en tout cas, le monde ne peut que voir que la seule source de danger sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, c'est la Russie et personne d'autre. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse à l'attaque terroriste sur le barrage de Karovka. Ils suspectent les Russes d'avoir posé des bombes sur le toit de certaines unités de la centrale. Il dit voilà, ils vont faire croire que c'est nous, les écoutez pas, c'est les Russes qui veulent déstabiliser le coin. Alors ça, c'est les photos de la centrale. Ça, c'est avant le 5 juillet, à 5h du mat. Et à 8h du mat, il y avait des points blancs sur le toit d'un des trucs. Et donc, ils disent, ça ressemble à des explosifs. Alors peut-être ils ont des meilleurs zooms que chez nous à Désertion. Pour moi, on dirait des mouettes, ou peut-être des goélands. Mais ça peut être aussi des explosifs. Mais bon, c'est quand même un petit peu cramé, quoi. Ils auraient pu mettre des explosifs couleur chair, quoi. Il y a des gens de l'Agence internationale de surveillance du nucléaire qui ont accès à la centrale depuis le début de la guerre, Agence internationale de l'énergie atomique, sous l'égide de l'ONU. Voilà. Et donc ils sont allés sur place. Et donc là, il y a une interview sur France 24 anglais de Raphaël Grossi, le président des inspecteurs. En Ukraine, il est dit, Zelensky a dit il y a quelques jours que selon le renseignement, la Russie avait fait toutes des préparations pour une attaque sur la centrale. Pas un accident, mais bien une attaque. Son chef des renseignements militaires dit que les préparations sont faites, que les Russes ont ramené des véhicules chargés d'explosifs dans la centrale, qu'ils ont miné les zones de refroidissement, où il y a de l'eau de refroidissement. Vous qui avez une équipe sur place, est-ce que c'est ça ce dont vous témoignez ? Je ne rentrerai jamais dans une embrouille avec le président de l'Ukraine, que je connais très bien, et avec qui j'ai été en contact régulièrement, et que je l'ai rencontré personnellement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais là-bas, je n'ai pas remarqué ce genre de développement. Nos équipes sont là-bas, elles font des rapports tous les jours. Donc il n'est pas au courant de ce rapport d'intelligence auquel il se réfère. Donc vous ne pensez pas qu'il y aura une attaque russe sur la centrale ? C'est pas ce que vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que on ne voit pas ce dont vous avez parlé à l'instant. Après, pour ce qui est de l'avenir, je ne voudrais pas si aventureux dans mes déclarations. On ne sait pas ce qui va se passer. N'importe quoi peut se passer. Et c'est ça qui m'inquiète. Ok, d'accord. Et j'ai un article qui donne aussi la version des Russes. La Russie avertit l'Ukraine de son intention d'entraîner les États-Unis dans la Troisième Guerre mondiale, après des revers. Alors voilà, la version des Russes, c'est que, en fait, les Ukrainiens sont désespérés et qu'ils feraient n'importe quoi pour entraîner les Américains dans une plus grande intervention dans le conflit. Pas seulement envoyer des armes, mais aussi envoyer des soldats et des militaires parce qu'en fait, ils pensent que c'est leur seul moyen de gagner. C'est la version des Russes. Dans les commentaires partagés avec Newsweek, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis a rejeté les informations des médias suggérant que Moscou prévoyait une provocation sous fausse bannière. Non, mais évidemment qu'il va pas avouer qu'il allait faire une provocation sous fausse bannière. Vous êtes con, quoi. Dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe.
située en Ukraine, et a allégué que Kiev utilisait le récit pour entraîner l'OTAN dans une situation dévastatrice. Alors que les responsables ukrainiens expriment leur frustration face au rythme de la contre-offensive du pays contre les forces russes, l'ambassadeur Antonov a appelé les partisans internationaux du président Zelensky à empêcher une escalade. Les élites dirigeantes occidentales devraient comprendre que les échecs sur le champ de bataille incitent Kiev à créer un prétexte pour le déploiement du contingent de l'OTAN en Ukraine, aggravant ainsi un conflit régional dans la Troisième Guerre mondiale. Ils se renvoient la balle l'un ou l'autre en disant que c'est l'autre qui va faire péter la centrale, et les Russes disent que en fait c'est plus dans l'intérêt des Ukrainiens de faire péter la centrale parce que ça forcerait les Américains à rentrer encore plus dans la bataille. Alors, je pense pas que l'administration Biden soit prête non plus à rentrer, à sacrifier leur stratégie pour le moment qui est de sacrifier les Ukrainiens et pas eux là-dedans. Et je pense pas que l'explosion d'une centrale nucléaire changerait cette stratégie-là. Néanmoins, on a vu des interviews de députés américains qui disaient, voilà, on a fait une proposition de loi pour, si jamais il y a un incident à la centrale de Zaporizhzhia, les États-Unis pourraient rentrer dans le conflit. Et il faut bien rappeler aussi, l'explosion d'une centrale nucléaire, c'est pas une bombe nucléaire. C'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que ce serait plus un Tchernobyl qu'un Hiroshima, dans le sens où ça fonctionne pas pareil, c'est pas le même genre de matériel radioactif qui est utilisé dans un cas et dans l'autre, et du coup, une explosion ou une destruction de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, ça ressemblerait beaucoup plus à un Tchernobyl beaucoup plus gros qu'à une vraie explosion nucléaire, avec des retombées. Évidemment, il y aurait plein de retombées partout dans toute l'Europe, mais ça n'aurait pas le même impact. Attendez, je vais essayer de vous retrouver la simulation que quelqu'un avait fait avec les nuages radioactifs, si jamais ça arrivait. Simulation. Évidemment, je ne sais pas écrire Zaporozhye. Bon, alors ça, qui est cette personne ? Si ça pétait, alors cette personne a fait une simulation où tout partirait vers la Russie. Cette personne a fait une simulation, celle-là, ça simule une concentration radioactive qui partirait plutôt vers l'ouest. Je ne sais pas sur quoi ça se base, si c'est seulement le vent, si c'est d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Celle-là irait jusqu'en Pologne. Avec la centrale, il y a moins d'explosions, mais plus de poison qui s'échapperait dans la nature. Ouais. Un peu en mode Fukushima, voilà. Où pendant Fukushima, tout le Pacifique était pollué en fait. Là, il y a une simulation de dispersion de la radioactivité après l'accident de la centrale de Fukushima, et on voit que ça c'est au bout de 130 jours, 200 jours, 300 jours, et ça prend la moitié du Pacifique, 400, et c'est pas fini. Ouf, ok d'accord, j'ai fait avance rapide, le monde entier est radioactif, au bout de 3000 jours. 3000 jours c'est quoi? C'est 10 ans après? Ah bah on y est. Donc voilà, grosso modo, à quoi ça pourrait ressembler. Et donc c'est assez tendu évidemment à cet endroit-là. Il y a des combats, il y a des vidéos d'explosion dans la ville même, d'attaques de roquettes. Alors certains disent que c'est des Russes qui auraient attaqué une réserve de carburant de l'armée ukrainienne. Je sais pas si d'ici on peut savoir ce qu'est cette fumée. C'est quand même difficile parce que ça c'est encore des images qui tournent sur les télégrammes à droite à gauche. C'est très difficile d'avoir la certitude et la véracité de ce qui se passe. Mais en tout cas, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Donc évidemment, la situation est assez tendue.